Et si la menace la plus dévastatrice pour une nation ne venait pas de ses frontières, mais de ses propres rangs, de ceux qui portent l'uniforme censé la défendre? Cette question, au Burkina Faso, a cessé d'être une simple hypothèse. Elle est devenue une réalité brûlante, presque un avertissement pour tous les pays d'Afrique et au-delà. Il suffit de se rappeler ce qui s'est passé en septembre 2023, une tentative de coup d'État, audacieuse et méthodique, qui a failli emporter l'État en moins de 24 heures. Les images furent saisissantes. À la télévision nationale, les confessions des militaires arrêtés défilaient, le visage fermé, révélant noms, montants, étapes et complices. On aurait pu croire à une fiction politique, une œuvre de cinéma. Mais tout était vrai. Les suspects ont donné des détails glaçants. Communication cryptée via des applications comme Signal ou Telegram, réunions dans des villas discrètes, livraison d'armes camouflées dans des convois banals, fonds transitant par des réseaux financiers parallèles. Il ne s'agissait pas d'une improvisation, mais d'un plan mûri patiemment, peaufiné dans l'ombre pendant des années, comme l'avaient fait jadis les conjurés de la Rome antique ou les organisateurs du coup d'État du 24 janvier 1966 au Nigeria. Au Nigeria, justement, le coup d'État de 66 avait aussi pris ses racines au sein de l'armée, avec la même logique. Manipulations internes, complicité croisée, ingrédients d'un drame national. Le Burkina Faso, en 2023, a donc rejoint cette longue liste de pays africains où le danger ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de la corrosion interne. Ce plan, s'il avait abouti, n'aurait pas seulement changé un gouvernement. Il aurait plongé le pays dans le chaos, comme on l'a vu au Mali ou en Libye, après leur propre bouleversement. En quelques heures, les structures de l'État auraient volé en éclats, ouvrant la voie à toutes les ingérences possibles, qu'elles soient régionales ou internationales. L'histoire l'a prouvé maintes fois. Après le renversement de Patrice Lumumba au Congo, le pays a sombré dans des années de violence et d'instabilité, conséquence directe de l'effondrement interne. Ce qui s'est joué au Burkina Faso, c'était bien plus qu'une querelle de palais. C'était la souveraineté d'un peuple, la stabilité d'une région, l'avenir de millions de personnes. Mais face à cette menace, un autre danger s'est immiscé, celui de l'aveuglement collectif. Trop souvent, les sociétés pensent que l'ennemi est toujours à l'extérieur, que seuls les conflits armés visibles menacent l'ordre. Pourtant, l'histoire l'enseigne. C'est la corrosion interne, l'érosion lente et insidieuse, qui détruit les nations, comme des termites grignotant la charpente d'une maison. Comment une telle conspiration a-t-elle pu éclore, grandir dans l'ombre et presque triompher? Pour comprendre, il faut remonter à la source, traquer les premières fissures qui ont permis à la trahison de s'infiltrer. Pensons à l'exemple tristement célèbre de l'Empire ottoman, où les janissaires, jadis piliers de l'ordre, sont devenus les fossoyeurs du sultanat, minant l'institution de l'intérieur jusqu'à la chute. Avant d'explorer le cœur du complot burkinabé, il est essentiel de comprendre le terreau sur lequel il a germé. Car aucune trahison ne surgit du néant. Il y a toujours des failles, des complicités, des ambitions inavouées et un contexte favorable. Souvenons-nous du Rwanda en 1994, où les divisions ethniques, entretenues par des décennies de manipulation politique, ont rendu possible l'horreur du génocide. Là aussi, c'est l'intérieur qui a failli, bien plus que l'ennemi extérieur. À Ouagadougou, le calme apparent des rues n'était qu'une façade. Dans les coulisses, un réseau patient mûrissait, tissé par des mains expertes et invisibles. Des figures en uniforme, des hauts fonctionnaires, des banquiers de l'ombre, tous jouaient leur partition, agissant comme les engrenages d'une machine clandestine. Certains coordonnèrent les communications secrètes avec des équipements sophistiqués. D'autres veillaient à la logistique, transport des fonds, circulation des armes, sécurisation des lieux de réunion. Par exemple, un général pouvait organiser un transfert d'armes depuis la Côte d'Ivoire, tandis qu'un colonel s'assurait que les fonds, en liasses de francs CFA, circulaient sans trace dans la capitale. Au Ghana, à Lomé ou à Abidjan, des maisons discrètes servaient de point de chute aux émissaires du complot. Les messages, cryptés, étaient transmis par des applications réservées à une poignée d'initiés. Pour illustrer cela,
On peut évoquer le rôle des safe houses, utilisés durant la guerre froide par les espions du KGB ou de la CIA, où chaque détail était pensé pour éviter toute interception. Les armes circulaient, cachées dans des camions de marchandises, parfois même dissimulées dans des convois humanitaires, pour passer inaperçus aux yeux des autorités. Les fonds, eux, suivaient des itinéraires tortueux. Comptes offshore, sociétés écrans, transferts par des réseaux d'opérateurs téléphoniques. La patience était leur atout majeur. Ils attendirent la moindre faille, observant et recrutant avec soin. Un scénario digne des films d'espionnage, mais bien réel. La véritable stupeur provenait de la source de la trahison. Les garants de la nation, ceux-là même chargés de la défendre, militaires, policiers, hauts fonctionnaires, étaient parfois les premiers à la mettre en péril. Leur serment d'allégeance n'était que des paroles vides, prêtes à être troquées contre des promesses sonnantes et trébuchantes. Fermer les yeux sur ces réseaux, c'est accepter la répétition des drames passés. En Sierra Leone, au début des années 90, le refus de voir les signes avant-coureurs a précipité le pays dans une décennie de guerre civile. Ici, il s'agissait donc bien plus qu'un simple putsch. C'était l'affrontement d'une nation contre ses propres démons. Pour comprendre la mécanique de cette conspiration, il faut regarder au-delà de la logistique. Derrière chaque opération, il y a une motivation plus profonde, souvent bien plus dangereuse que l'ambition politique, la soif d'argent et de pouvoir. Les exemples abondent. En Amérique latine, de nombreux coups d'État, comme celui du Chili en 1973, furent motivés par des intérêts économiques et non par une idéologie. Qui étaient ces hommes, et pourquoi ont-ils accepté de jouer avec le feu? Les confessions des conspirateurs burkinabés sont éloquentes. Il n'y avait aucun projet pour le peuple, aucune vision politique. Seulement une course effrénée à l'enrichissement personnel. Des enveloppes épaisses, des promesses de poste, des garanties de protection financière. Au cœur du complot, plus de 70 millions de francs CFA furent distribués pour acheter la loyauté, soudoyer les hésitants, obtenir des relais jusque dans les casernes et les quartiers civils. Chaque billet était une mise à prix sur la loyauté nationale, comme lors du scandale des valises de billets qui a secoué l'Italie dans les années 90, révélant comment l'argent pouvait corrompre tous les échelons de l'État. Mais la cupidité ne crée pas de cohésion durable. Lorsque seul l'appât du gain motive, les rivalités se multiplient, la confiance s'érode, la structure se fissure. Chacun se méfie de l'autre, prêt à retourner sa veste pour une somme plus élevée. C'est ainsi que la corruption devient la tombe des conspirations. Les erreurs se multiplient, les secrets se trahissent, et les services de renseignement, infiltrés jusque dans les plus hautes sphères, peuvent démanteler le réseau pièce par pièce. Comme l'a montré l'histoire du coup d'État raté en Turquie en 2016, où la désorganisation et la trahison interne ont précipité la chute des putschistes. Dans ce contexte, le Burkina Faso n'a pas seulement arrêté une poignée de conjurés. Il a levé le voile sur une méthode nouvelle. L'infiltration lente, la surveillance patiente, la collecte discrète d'indices sur plusieurs mois. Les services d'intelligence ont privilégié la stratégie de l'observation sur la réaction immédiate, une approche qui rappelle celle utilisée par le Mossad israélien pour déjouer les tentatives d'attentats dans les années 70. Les aveux publics, détaillés et sans phare, ont bouleversé les habitudes politiques. Désormais, toute la société sait que les réseaux souterrains sont vastes, sophistiqués et déterminés. La défiance s'est installée, mais aussi une prise de conscience salutaire. Nul ne peut prétendre ignorer la réalité des menaces internes. Face à ce choc, l'armée a dû se regarder en face. Des réformes profondes ont été lancées, contrôle accru des accès sensibles, rotation régulière des postes clés, formation spécifique à la loyauté et à l'éthique pour tous les officiers. Des mesures similaires avaient été imposées en Afrique du Sud après la fin de l'apartheid, pour empêcher la résurgence de réseaux clandestins hostiles à la nouvelle démocratie. La société civile s'est également mobilisée. Dans les écoles, sur les réseaux sociaux, dans les marchés, un débat s'est ouvert sur la vigilance, la transparence et le refus de revivre les erreurs du passé. Des associations, des collectifs citoyens, mais aussi des journalistes d'investigation ont pris le relais pour surveiller, dénoncer, proposer des alternatives.
C'est ce type de mobilisation populaire qui, en Tunisie après 2011, a permis de consolider les acquis démocratiques face aux tentatives de retour en arrière. Un changement générationnel s'annonce. La jeunesse, lassée des réseaux opaques de la France-Afrique et des alliances douteuses, réclame transparence et souveraineté. Elle s'inspire des mouvements tels que Y en a marre au Sénégal ou Balai citoyen au Burkina Faso même, qui ont montré qu'une génération pouvait briser les chaînes du passé et imposer ses propres règles du jeu. Mais le risque demeure. Les réseaux d'influence, internes ou externes, ne désarment jamais. Comme le démontrent les exemples du Venezuela ou de la République centrafricaine, la moindre complaisance peut ouvrir la voie à de nouvelles manipulations, venues aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. La stabilité du Burkina Faso et de toute la région ouest-africaine dépendra de la capacité à rompre définitivement avec ces pratiques nocives. Comment empêcher l'histoire de se répéter? D'autres réseaux, tapis dans l'ombre, attendent leur heure, prêts à tester la solidité de cette nouvelle ère. L'expérience du Burkina Faso, en mettant à nu les dangers de la manipulation et de la corruption, nous oblige à apprendre pour survivre. Premier rempart, la vigilance citoyenne. Mais qu'est-ce que cela implique vraiment? Cela ne veut pas dire seulement dénoncer les scandales dans les médias. Cela suppose du courage dans les actes quotidiens, refuser les pots de vin, signaler les comportements douteux, protéger ceux qui s'engagent pour le bien commun, même au risque de leur propre sécurité. On peut citer le rôle des lanceurs d'alerte, comme Edward Snowden ou Julian Assange, qui ont parfois sacrifié leur liberté pour révéler la vérité. La vigilance doit s'accompagner d'une intelligence locale. Cela signifie comprendre les réalités du terrain, écouter les communautés, tisser des liens de confiance avec la société. Les slogans et les solutions importées ne suffisent pas. Ce sont les initiatives enracinées dans la vie quotidienne, comme les comités de quartier de lutte contre la corruption à Lagos ou à Accra, qui font la différence. La jeunesse, elle, détient une force immense. Porteuse d'idées neuves, elle rejette les manipulations du passé et invente d'autres manières de s'engager. À travers des initiatives comme les hackathons citoyens, les plateformes de dénonciation en ligne, ou encore les mouvements étudiants pour la transparence, elle impose une nouvelle culture politique. Il suffit de voir l'émergence de figures comme Kémy Séba ou de collectifs comme Lucha en République démocratique du Congo pour mesurer la puissance de ce renouveau. Mais il faut aussi regarder la réalité en face. La fragilité des institutions naît souvent de l'intérieur. Ce n'est pas toujours l'ennemi extérieur qui fait tomber un État, mais les fissures internes, perte de confiance, corruption, absence de vision commune. Se renforcer collectivement, c'est la première défense contre l'effondrement. Comme le montrent les exemples du Botswana ou du Ghana, où la stabilité institutionnelle s'est construite sur des décennies de rigueur et d'intégrité. Pour que cette énergie collective ne soit pas vaine, il faut des institutions robustes, où la loyauté et l'éthique sont valorisées au-dessus de tout. Bâtir un État solide demande du temps, de la volonté politique et un engagement de tous les citoyens. À Singapour, la lutte implacable contre la corruption et la promotion du mérite ont permis de transformer un petit État insulaire en l'une des sociétés les plus stables du monde. Pourquoi ne pas s'en inspirer? Si aucune leçon n'est tirée, les vieux réseaux reviendront par d'autres failles, et les peuples resteront exposés au chaos et à la manipulation. Il faut agir, apprendre et refuser toute complaisance avec la trahison. Car l'avenir se joue, maintenant, dans chaque décision, chaque engagement, chaque refus de céder à la facilité. Mais au-delà de la vigilance interne, une question cruciale demeure. Comment les influences extérieures continuent-elles d'alimenter l'instabilité et jusqu'où ces réseaux peuvent-ils étendre leur emprise? La véritable victoire, ce n'est pas seulement d'avoir arrêté un coup d'État. C'est de transformer les leçons du passé en remparts pour l'avenir. C'est d'ériger, pierre après pierre, une culture de résilience, de transparence et de souveraineté. L'histoire récente du Burkina Faso en témoigne. Chaque trahison intérieure menace d'emporter, avec elle, les rêves et la souveraineté d'une génération entière. Ce qui s'est joué n'est pas qu'un renversement de pouvoir. C'est un test existentiel pour l'Afrique tout entière. Manipulation, cupidité,
ingérence. Ces forces tissent une toile sombre, prête à étouffer les espoirs d'indépendance et de stabilité. Face à ce danger, l'indifférence serait une abdication silencieuse. Rater ce tournant, c'est condamner une nouvelle génération à la manipulation et à la division. Ce sont nos libertés, notre dignité collective et la capacité des peuples africains à écrire leur propre histoire qui sont en jeu, face à la voracité d'intérêts extérieurs et à la trahison de quelques-uns. Pourtant, la crise révèle aussi une force, la résilience. Les erreurs d'hier doivent devenir les fondations d'une vigilance partagée. Construire une Afrique souveraine et résistante exige l'engagement de chacun. Cela commence par désigner les vrais adversaires, la corruption qui sape de l'intérieur, la désinformation qui fracture, la résignation qui immobilise. Il nous faut choisir l'action lucide, portée par l'intelligence collective et la solidarité. N'attendons plus le sauveur providentiel. Agissons ensemble, dans chaque famille, chaque quartier, chaque institution. La souveraineté se façonne au quotidien, à travers des décisions courageuses et des alliances sincères. En gardant ces leçons vivantes, nous pouvons transformer nos fragilités en force et nos cicatrices en vigilance. C'est ainsi que l'Afrique écrira son destin, non plus comme spectatrice, mais comme véritable auteur de son histoire. Pour aller plus loin, chaque citoyen peut se demander « Que puis-je faire concrètement pour renforcer la résilience de ma société ?» Cela peut passer par l'éducation à l'intégrité dès le plus jeune âge, l'organisation d'ateliers citoyens sur la transparence ou la création d'outils numériques pour signaler anonymement la corruption. Des initiatives existent déjà au Kenya, où des plateformes comme Ushahidi permettent de cartographier en temps réel les incidents de fraude ou d'abus de pouvoir. Au Bénin, des clubs scolaires d'intégrité ont vu le jour pour sensibiliser les élèves à l'importance de la loyauté et du bien commun. Les médias jouent eux aussi un rôle crucial. Un journalisme d'investigation indépendant, comme celui pratiqué par Mediapart en France ou Premium Times au Nigeria, peut faire émerger la vérité là où l'opacité règne. Soutenir ces médias, les protéger contre la répression, c'est aussi défendre la démocratie. Enfin, les institutions religieuses et traditionnelles ont un rôle à jouer. Par le passé, au Sénégal, les chefs religieux ont su apaiser les tensions politiques et prévenir des crises majeures. Leur autorité morale, lorsqu'elle est utilisée au service de l'intérêt général, peut devenir un rempart contre la trahison. Chacun, à sa mesure, peut être un gardien de la souveraineté nationale. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais de lucidité et de responsabilité collective. L'histoire du Burkina Faso, comme tant d'autres, nous enseigne que la liberté n'est jamais acquise. Elle se défend, chaque jour, par des actes concrets et une vigilance sans relâche. L'enjeu est immense, mais il est à notre portée. En refusant la fatalité, en choisissant l'engagement, nous pouvons construire un avenir où la trahison ne sera plus la norme, mais l'exception. Un avenir où l'Afrique, forte de ses cicatrices et de ses victoires, marchera la tête haute, maîtresse de son destin. Voilà la promesse et le défi de notre génération.